Donc, bienvenue dans la suite de notre exploration de kanji. N'oubliez pas de liker ces vidéos, ça aide beaucoup. Le petit kanji qu'on va voir aujourd'hui. Il commence par une personne allongée en haut et en dessous quelque chose de grand. Voilà. Ok? Alors, faut pas le confondre avec ce kanji-là qui veut dire perdre. C'est bien de ce kanji-là dont il s'agit. C'est quoi la différence entre les deux? Vous voyez, celui-là qui veut dire perdre, on dépasse au-dessus. Là, on ne dépasse pas. Qui se ressemblent énormément, on peut les confondre. Moi, ça m'arrive, comme vous le savez, de confondre des kanji, bien sûr, comme tout le monde. Là, on ne dépasse pas. Et le sens de ce kanji, c'est une flèche, une fléchette. C'est le ya, pour info, cette prononciation kun, c'est le ya de Seiya, le personnage principal de la série Saint Seiya. C'est aussi, si vous aimez bien Shingeki no Kyojin, c'est le ya de Guren no Yumiya, le générique. Yumi, on le verra un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, il y a la fléchette et sa prononciation on, c'est shi. D'ailleurs, ce shi, on ne le trouve pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est plus cette voilà, Yasaki, ça on le trouve, hein, qui désigne à l'origine la pointe de la flèche, hein, l'avant de la flèche, désigne quelque chose qui se trouve juste devant nous. Ce moment exact où on a fait ceci, au moment exact où on a fait cela, comme si vous mettiez la pointe de la flèche sur le moment exact. Voilà notre petite fléchette. Au niveau mnémotechnique, je suis un petit peu à poil sur celui-là parce que bon, on peut toujours réfléchir à une personne grande sous une personne allongée et une fléchette. On peut se faire une image mentale. Vous savez, parfois il y a des gens qui font un peu un truc à la Guillaume Tell. Hein. Vous savez l'histoire de Guillaume Tell, c'est quelqu'un qui tire avec un arc. Il tire une flèche dans une pomme qui est posée sur la tête de son fils. Très dangereux. Donc on imaginait que son fils il est grand et que Guillaume Tell il s'allonge pour tirer la fléchette de son arc. Voilà. Après celui-là, vous allez voir tellement souvent que voilà, vous allez mémoriser aussi visuellement comme ça. Il s'agit d'une fléchette, quoi. Donc, notre composant fléchette, là, on va le trouver à gauche. À droite de ce composant, on va avoir un ange, un composant un peu compliqué qu'on avait vu déjà. Je vous le refais, hein. L'ange, voilà. Hop. Voilà. L'ange. La fléchette et l'ange. On peut penser à l'image de... Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Non, mais on a trouvé un autre, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est Hashi. Je vais le trouver autrement. L'ange, avec sa fléchette, son sens, c'est rectifier. Rectifier quelque chose. Corriger quelque chose. Redresser quelque chose. Le mot que j'avais utilisé là pour retrouver le kanji, puisqu'il ne l'avait pas reconnu par la reconnaissance de caractère. Ah, sans doute parce que je l'avais fait... Ah oui, sans doute parce que j'avais mal fait l'ordre des traits. Je vais réessayer. Je ne m'avoue pas vaincu. Ouais, là il me l'a trouvé. Sans doute, ouais, j'avais dû me planter sur l'ordre des traits. Bref. On s'en fiche. Donc, rectifier, c'est le verbe tameru
qui n'est pas un verbe ultra usuel. Je pense pas que il soit listé comme un indispensable du JLPT, même N1 par exemple. Et en revanche, kyose, qui est la correction, notamment tout ce qui concerne la correction dentaire. Hein. Donc voilà. Et ben, si on pense à un ange avec des fléchettes, effectivement, abeille, dans le chat, on pense à Cupidon. Hein, on pense à Cupidon. Et quand Cupidon se trompe, parce qu'il a envoyé sa fléchette sur la mauvaise personne, il faut bien qu'il rectifie. Donc voilà, cette idée, comme tu dis, abeille, de Cupidon qui rectifie son tir, rectifie les cœurs peut-être. Voilà, vaut mieux qu'il redresse son tir, parce que quand Cupidon se trompe et fait tomber amoureux de personnes qui n'étaient pas censées tomber amoureuses, ça peut être un problème. Donc voilà, l'idée de l'ange qui doit rectifier le tir, son tir de fléchette de Cupidon, ça peut bien marcher. Ensuite, on va voir notre composant bannière. Bannière, étendard. Bim, 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 bim. Qui est un peu complexe, qui commence par la direction à gauche et à droite la personne allongée. Donc si le composant bannière vous embête, vous pouvez garder les deux composants séparés, la direction et la personne allongée. Et en dessous, on a notre fléchette. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé? Oui, il est là. Il est là. Ce kanji-là, c'est le zoku du mot kazoku, la famille. Et donc son sens, c'est la famille, la tribu. La famille, la tribu. Vous voyez que du coup, c'est un kanji qu'on s'attend à ce que vous sachiez lire dès le niveau JLPT N4, même s'il est relativement complexe visuellement. Donc j'ai la bannière, la fléchette, ou alors la direction, la personne allongée et la fléchette. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme histoire là-dessus? Je vous avoue, je me souviens plus trop moi de l'histoire que je m'étais fait. On peut penser à une tribu un peu peut-être d'Amazonie, ou alors une grande famille médiévale qui aurait une bannière et des archers avec leurs fléchettes. Remarque, c'est pas vraiment des flèches, c'est plus des fléchettes, donc on peut se dire, on peut penser à une tribu d'Amazonie qui peut-être résiste à l'envahisseur, résiste aux bannières de l'envahisseur espagnol ou portugais. On peut penser à ça, se faire une image mentale comme ça, et que face aux étendards, face aux bannières des envahisseurs espagnols en Amérique du Sud, on a les fléchettes des tribus indigènes, des tribus autochtones qui résistent en envoyant peut-être par des sarbacanes, ou alors balance des fléchettes avec une précision redoutable. Oh là, tu fais un truc terrible, toi. Il y a quelqu'un qui quitte la famille, qui est puni d'une flèche dans la tête. C'est assez violent. C'est un peu Game of Thrones, comme... vous pouvez penser... Il y a un personnage qui meurt dans des conditions terribles là, sur les toilettes, là, qui se fait transpercer par une flèche d'arbalète. Et il est tué par son propre fils, je me souviens. C'est assez terrible. Donc vous pouvez faire des images un peu plus gore comme ça, si ça vous dit. Le suivant, c'est un kanji indispensable à connaître aussi. Donc à gauche, j'ai ma fléchette. Et à droite, j'ai une bouche. Fléchette, bouche. Ça, c'est le kanji du verbe savoir, connaître, la connaissance. Le verbe shiru. Ou il y a aussi le verbe shiraseru qui veut dire informer, donner une nouvelle. Shiraseru. Sa lecture on, c'est chi, comme dans chishiki. Chishiki.
qui est la connaissance. Donc, shiru, shiraseru, chi. Quelle histoire on va pouvoir se faire avec ça, hein. Souvent, ce verbe shiru, quand on veut dire je connais quelque chose, je sais, on va l'utiliser avec la forme progressive. Shitteimasu. Je connais ceci. Shitteimasu. Sore o shitteimasu. Je sais ça. Hein, shiru. Chijin, quelqu'un qu'on connaît. Chijin, une connaissance. Avec voilà, un ami, quelqu'un de ma connaissance, quelqu'un que je connais. Chijin. Pas forcément un ami proche, hein, mais juste quelqu'un qu'on connaît. Donc la flèche et la bouche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, on pourrait imaginer quelqu'un qui sait, hein, si on imagine le savoir, hein, quelqu'un qui sait tirer des flèches avec la bouche. Ça, c'est une sacrée connaissance, c'est une sacrée compétence. Ouais, ça fait un peu plus compétence que connaissance, mais voilà. Moi, je sais savoir. Moi, je sais tirer des fléchettes avec la bouche. Pas mal. Peut-être que c'est une super compétence de notre tribu, justement, de notre tribu d'Amazonie qui lutte contre les envahisseurs. Ça pourrait être pas mal. Hein. Et ce kanji, il va nous servir aussi pour faire le suivant. Donc on a savoir en haut et en dessous. Je vais zoomer un peu. J'ai le jour, le soleil. Ok? Ah, c'est aussi me l'a reconnu du premier coup. Cool. Ce kanji-là, qui se prononce aussi chi, hein, qui est beaucoup moins courant que le précédent. Hein, le précédent, c'était le niveau N4, donc très, très, très courant, qu'on voit très souvent. Ce chi-là, on le voit beaucoup moins souvent. Il est un peu similaire. Il fait référence, non pas à la connaissance, mais à la sagesse, à l'intellect. Notamment, on le trouve dans le mot chie. Ce chie, c'est un concept de sagesse, d'intelligence, sagacité, vous voyez, même dans le bouddhisme. Hein. Chie. C'est un prénom hein, aussi, chie. Je ne sais pas s'il utilise forcément ces kanji-là, mais voilà. Hein. C'est un peu l'équivalent de Sophie. Hein. Sophia, c'est la sagesse, tout ça. Chez nous. Donc, chie. Quelqu'un de très sage. Saichi, je connaissais pas, tiens. J'ai envie de me l'apprendre ce mot. Je vais me l'ajouter dans mes cartes de révision. Donc voilà, au niveau mnémotechnique, je trouve qu'il est pas trop dur, hein, ce mot-là, parce que on a... Ah bah non, mais d'ailleurs, ouais. Saichi, ils l'ont plutôt mis avec savoir. Et chie aussi. Ouais, vous voyez, c'est marrant. Tous les mots qui m'ont mis avec ça, ils me l'ont mis avec l'autre kanji pour savoir. Ça vous montre à quel point il est rare celui-là. C'est pas grave, on va se trouver. Là, il même Chishiki, bien sûr. Chino, Chie. Ah là là. Ouais, c'est vraiment un kanji rare. Hein. Ouais, généralement, on le remplace par le chi de savoir. Hein. C'est plus simple. Bon, c'est pas bien grave. Parce qu'on peut l'apprendre assez facilement au niveau mnémotechnique, ce kanji-là. Il faut des jours et des jours pour que le savoir s'accumule et devienne de la sagesse. Hein. On peut se faire une sorte de définition comme ça. L'idée des jours qui passent. Hein, ou le savoir, ou alors on peut penser au soleil qui nous illumine, hein, l'illumination, la sagesse, tout ça. Ça peut marcher. Alors le suivant, c'est un kanji que moi je connais dans un seul mot. Et c'est un mot tellement courant que on le voit souvent. Donc vous voyez à gauche, on a les doigts, la clé des doigts. À droite, en haut, on a le coude. Et en dessous du coude, la fléchette. Ok. Ce kanji-là, oulala,
Que fais-je? C'est le ai de aisatsu. Aisatsu, qui sont les salutations. Greeting, fait de se dire bonjour. Donc le ai de aisatsu. Aisatsu, dire bonjour. Hein. Do a greeting. Aisatsu gawari. À la place d'une salutation, je vous envoie un cadeau, par exemple. Donc ce aisatsu, c'est un mot hyper courant. On le voit dans les premières leçons de japonais, hein, quand on apprend comment dire bonjour, comment dire bonne nuit, tout ça. C'est les aisatsu. Hein, aisatsu. Voilà. Et donc c'est aussi pour le satsu aussi, il est essentiellement appris pour pouvoir écrire ce mot-là, parce que vous voyez que sinon c'est un mot relativement, c'est un kanji rare, quoi. Il n'y a pas beaucoup de mots usuels qui s'écrivent avec ça, mais comme il y a ce mot aisatsu, généralement on l'apprend. Hein. Donc le sens, en plus, donc le sens premier de ce kanji. C'est le fait de pousser quelque chose. Bon, moi, je vous propose plutôt d'apprendre le sens de salutation, hein, avant tout, le ai de aisatsu. Et moi, j'avais pensé à une scène, justement, de Saint Seiya, des Chevaliers du Zodiaque, où la pauvre princesse Saori se prend une fléchette en plein cœur. Et j'ai imaginé que la scène où quelqu'un l'a poussé avec ses doigts, et lui donner un coup de coude et lui lancer la fléchette en plein cœur, alors que juste après lui avoir dit juste après lui avoir dit bonjour, juste après avoir fait les salutations. Voilà. Donc j'avais imaginé ça, cette scène-là. Il disait ah bonjour princesse, puis paf, il lui donne un petit coup et il lui balance la fléchette en plein cœur, ce qui donne lieu ensuite à toute une bataille et tout. Enfin bref, c'est des références un petit peu datées tout ça, mais moi ça me parle encore un peu. Donc voilà. Sinon, vous pouvez imaginer autre chose. Il y a aussi le fait, c'est vrai, oui, ça ressemble aussi, si on se le rappelle, hein, au kanji de payer quelque chose. Et là, vous avez le kanji payer et en dessous la fléchette. Donc là, on peut se faire peut-être une histoire un peu plus simple. Imaginez que vous rentrez dans un bar et vous dites bonjour, vous faites une salutation. Et vous dites bonjour à vos amis, vous dites bonjour au barman, tout ça. Et vous demandez j'aimerais bien jouer aux fléchettes là. J'aimerais bien jouer aux fléchettes. Et le barman vous dit ah oui, mais pour jouer aux fléchettes, faut payer. Voilà. Donc tu dis bonjour au copain, tu dis bonjour au barman, tu vas pour jouer aux fléchettes et le barman te dit ah non, si tu veux jouer aux fléchettes, faut payer. Voilà. Peut-être que ça peut vous faire une petite histoire avec les salutations comme ça. Ensuite, on a un super composant qui est la hallebarde. Vous voyez que ça ressemble au katakana pour ma en haut. Hein. Ensuite, ça ressemble un peu plus au katakana pour a, avec un petit crochet en bas, et ce trait-là. Donc tout ça, c'est une hallebarde. Est-ce qu'on peut parler d'autres une pique. En tant que tel, bon, c'est pas un kanji que vous allez voir super souvent, mais quand même, il y a une expression utile qui est mujun, avec cette prononciation mu. Hoko, on a aussi hokosaki, qui du coup, de même qu'on avait yasaki, on a aussi hokosaki, qui désigne la pointe de la hallebarde, la pointe de la lance, hein, et qui est aussi la direction dans laquelle vous allez, ce que vous allez
là où vous allez focaliser votre attention, votre but, votre objectif. Ce que vous désignez de la pointe de la flèche, de la hallebarde, Hokosaki. Et oui, Mujun, avec la hallebarde et le tate, le bouclier. La hallebarde et le bouclier, ça signifie les contradictions. Donc c'est super imagé cette expression, j'adore. Hein. Vous avez la hallebarde contre le bouclier, paf, paf. Si ça crée pas un choc, une contradiction, c'est quand même assez clair. Hein. Donc voilà, me ou hoko. Donc c'est pas le kanji le plus courant, on est clairement dans du N1. Est-ce qu'on avait déjà vu le araka jime, hein, parce qu'il ressemble beaucoup à ce kanji là. Juste vérifier en termes d'ordre. Est-ce qu'on avait déjà vu celui-là? Bim bim bim. Ouais, non, on l'a pas encore vu celui-là. Il est plus vers la fin. Mais il se ressemble, hein, donc je vous spoil un petit peu. Celui-là qui veut dire à l'avance, auparavant, avant. Qui ressemble beaucoup à la hallebarde. Donc on va, voilà, faut se faire une sorte de pictographe de hallebarde avec tout ce truc-là pour le retenir en tant que composant. Et le premier kanji qu'on va voir avec notre hallebarde, alors d'ailleurs je vais le faire un peu plus ramassé puisque notre hallebarde est sur le haut. Ça va être la hallebarde en haut d'un arbre. Ok, la hallebarde en haut d'un arbre. Le sens de ce kanji, c'est quelque chose de mou, de tendre, de souple. C'est le ju de judo. Le judo, c'est, ben voilà, merci Animakai, c'est littéralement la voie de la souplesse. Il faut être souple quand on fait du judo. Il ne faut pas être tout rigide. Il faut savoir tomber, par exemple. C'est l'adjectif yawarakai, quelque chose de souple, quelque chose de tendre, de mou. Et on a junan, par exemple, hein, qui veut dire la flexibilité, l'élasticité, quelque chose qui est pliable, tout ça. Yawarakai. Donc judo, qu'est-ce qu'ils nous ont mis aussi? Juwa. Donc ça, c'est un kanji assez courant. Ils nous le mettent en N2, ouais. Il y est bien. Yawarakai. Et effectivement, hein, si on doit grimper à l'arbre pour aller y récupérer la hallebarde qu'a lancée notre maître d'arts martiaux, peut-être notre maître du judo, va falloir être sacrément souple, les amis. Hein, pour pouvoir, tchac, se faufiler dans l'arbre, va falloir être fort, mais aussi souple pour aller, voilà. Vous pouvez vous dire, il faut être souple pour lancer la hallebarde jusqu'en haut de l'arbre ou pour aller la récupérer. Va falloir de la souplesse, les amis. Le suivant, c'est un kanji assez compliqué visuellement. Donc, il faut bien le décomposer. À gauche, on a la hallebarde. Oula. Voilà. À gauche, on a la hallebarde. Et à droite, on a en haut le contremaître. Sinistre personnage. Et en dessous, on a la force. Ok. Ce kanji-là, il est assez courant. Sa prononciation on, ça va être me, comme dans le terme kinmu, qui veut dire le travail. Et il correspond aussi au verbe tsutomeru, même si plutôt tsutomeru, on va plutôt l'utiliser avec un autre kanji, justement le kin de kinmu. Donc ça désigne les tâches, ce qu'on doit faire, le travail qu'on doit mener. Une tâche, les fonctions qu'on doit occuper, qu'on doit remplir, quand on doit occuper son poste. Donc on a aussi Guillaume,
Hein, Guillaume. Hein, le monde du travail, les affaires, tout ça. Le travail à faire, une occupation. Tu tombes le Guillaume. Voilà, voilà. Que vous dire de plus sur ce kanji? Tsutomé le Guillaume. On va essayer de se le mémoriser surtout. Donc, on sait que le contremaître, dans toutes les histoires qu'on lui a mises, il était souvent, c'était un peu un salopard. Eh bien, Courage Yanimakai. Ça, c'est typiquement le genre de kanji. Si je dois les écrire, je dois réfléchir assez longtemps parce que il est quand même assez complexe visuellement. Mais en termes d'histoire, on peut penser que notre contremaître, qui est quand même un salopard, il nous force, pour nous forcer à faire notre travail, pour forcer les ouvriers à faire le travail, il les menace à faire leurs tâches, à accomplir leurs tâches, il les menace avec une hallebarde. Voilà, ça peut être pas mal. Hein, ce beau salopard de contremaître. Et alors le suivant, c'est celui qu'on vient de voir, donc il est vraiment bien coton le suivant, mais l'histoire qu'on peut se faire est assez sympa. On a d'abord la clé de la pluie. La clé de la pluie. Et en dessous, on a la tâche à accomplir, notre travail à accomplir. Donc vous voyez, il est bien complexe visuellement celui-là. Hein. Mais, comme c'est souvent le cas, les plus complexes, c'est ceux qui sont plus facilement reconnus, parce qu'ils ont plus de traits. Et le sens de ce kanji, c'est le brouillard. Le brouillard. Ben oui, hein, on a la pluie là. Hein, donc c'est lié à des phénomènes naturels. Comme la pluie, les nuages, les tremblements de terre, tout ça. Kiri, hein, Kiri, le brouillard, en termes de... Ouais. Kiri Same... Ouais, franchement... Kiri, c'est déjà bien à retenir. Hein. Les autres prononciations, bon, c'est quand même vachement plus rare. Donc voilà. Eh bien, ce matin, hein, toute la nuit, il a plu. Et ce matin, il y avait un brouillard de dingue, et donc je n'ai pas pu aller au travail pour accomplir mes tâches. Hein. J'ai pas pu aller au travail accomplir mes tâches, parce qu'à cause de la pluie de ce matin, de cette nuit, il y avait un brouillard de fou. Voilà, ça arrivait à pas mal de monde de louper des choses à cause du brouillard. Donc, notre hallebarde. Là, on va avoir un autre composant qui est cousin de la hallebarde. Hein. C'est la lance. La lance, elle est beaucoup plus simple que la hallebarde visuellement, puisque c'est juste deux traits comme ça. Alors, faut pas la confondre avec le sabre. Hein. Le sabre, c'était un petit trait et comme ça. Et le sabre, on le trouve sur la droite d'un kanji. La lance, généralement, on la trouve plutôt sur la gauche, hein, ou au milieu. On la trouve pas dans énormément de kanji, cette lance. Mais donc voilà. Donc essayez de retenir qu'il y a un peu les deux. Là, notre hallebarde, hein, qu'on a vu, qui est un peu plus complexe. Hein. La hallebarde, c'est un peu plus compliqué visuellement, alors que la lance, c'est plus effilé. Voilà, c'est comme ça. Hein. Le premier kanji qu'on va voir avec cette lance, il est assez rigolo. Commence par le roi. À droite du roi, j'ai ma lance. Et à droite de ma lance, j'ai un autre roi. Donc j'ai deux rois qui se font la guerre par lance interposée. Ouh là là, il ne me l'a pas reconnu, je vais avoir un petit peu de mal à le trouver tout seul parce qu'il a une prononciation très très indifférenciée. Très très banale. Ah mais si, il est là. Haha, ouf. Voilà.
Ouais, parce que sa prononciation, c'est Han. Bon, il y en a beaucoup, hein, des kanji qui se prononcent Han, donc j'aurais mis un petit peu de temps à le trouver avec juste cette prononciation-là. Mais, en termes de sens, c'est un squad, une escadrille, une équipe, hein, une équipe qui combat, par exemple, hein, un corps militaire, vous voyez. Donc, on peut se faire une histoire facilement. On a deux rois en guerre, l'un avec l'autre, hein, l'un contre l'autre. Un pays en guerre avec deux rois qui se battent avec leurs unités de lanciers. On peut dire ça, un lancier, ça existe ça? Ça existe en anglais, lancer, je crois. Voilà, bah regardez-moi ça. Les lanciers sont une unité de cavalerie en ligne qui tient des lances. Bon bah voilà. Hein. Donc là, on a notre squad, hein, nos factions, nos petites équipes de soldats, notre équipe de soldats lanciers qui permettent aux deux rois de se faire la guerre. Voilà, voilà. Mais surtout, le kanji probablement le plus connu avec la lance, celui qu'on va voir là. Donc, on a la lance à gauche. Et à droite, on va avoir un balai. Suivi d'un tablier. Le balai, le tablier, moi je m'étais fait une image mentale de femme de ménage. Voilà, voilà. Donc, j'ai la lance et la femme de ménage. Ce kanji-là, c'est le kanji du verbe kaeru, qui veut dire rentrer à la maison, rentrer chez soi, rentrer dans son pays, rentrer dans son endroit, l'endroit où on est normalement, l'endroit où on est principalement. Kaeru. Sa lecture on, c'est ki, comme dans le mot kikoku. Kikoku suru, ça veut dire rentrer dans son pays d'origine, hein, après un voyage par exemple. Kaeru, kikoku. Kikan, le retour aussi. Kika, ouais, la naturalisation, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, ça, Kika. Voilà, voilà. Et kaesu, c'est renvoyer, hein, c'est la version transitive. Hein, souvent, quand vous avez un verbe avec une version en ru et une version en su, la version en su est transitive, elle a un objet, et la version en ru est intransitive. Donc, rentrer. Rentrer chez soi. C'est le kaeri de okaeri nasai. Okaeri nasai. Re-bienvenue à la maison. Donc, moi, alors, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais dans la maison où j'ai grandi, quand j'étais ado, dans le couloir de l'entrée, il y avait des lances et des hallebardes. Okay. Ma mère avait acheté ça dans une salle des ventes. Elle trouvait ça très joli d'avoir des lances et des hallebardes. Moi, ok, c'est un point de vue, on va dire, dans sa maison. Et donc j'ai imaginé qu'un jour je rentrais chez moi, j'ouvrais la porte et dans le couloir il y avait la femme de ménage en train de nettoyer les hallebardes et qui me disait Okaeri nasai, qui me disait re-bienvenue à la maison. Voilà, c'était la petite image mentale que je m'étais faite à moi. Forcément, vous avez pas forcément grandi dans une maison où il y avait des hallebardes dans le couloir, euh, mais mais bon, peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que ça vous passe de croiser quelqu'un, une femme de ménage avec une hallebarde, quand vous êtes rentré chez vous. Bref, moi, c'était l'image que je m'étais faite. Vous trouverez sans doute quelque chose de plus personnel qui vous parlera à vous. Le suivant, tout à l'heure, on a vu la fléchette, et cette fois-ci, on va voir l'arc. Ça, c'est un arc. Hein? Je trouve qu'on voit un peu au niveau pictographique, là c'est la corde, vous voyez, ici la corde, et, là c'est ce qui se passe quand je tire la corde. Hein, je tire avec ma main et boum, j'ai une partie de la corde qui du coup se retrouve en arrière. Donc peut-être que ça peut vous aider à retenir visuellement l'arc, puisque cet arc c'est un composant, donc il faut le retenir assez visuellement.
C'est un composant qui est utilisé dans pas mal de kanji. Donc le kanji pour l'arc, donc c'est pas juste un composant, hein, c'est vraiment un kanji en tant que tel. C'est Yumi, hein, Yumi, comme Yumiya, l'arc et les flèches. Yumiya, l'arc et les flèches. Est-ce qu'on a des mots assez usuels à part Yumi? L'arc. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah ben si, il y a le Kyudo, bien sûr. Hein, la voix, tout à l'heure on parlait du Judo. Hein, c'était un art martial, c'était la voie de la souplesse. Ben, le Kyudo, c'est la voie de l'arc. Hein, c'est l'archerie. Ça se dit l'archerie? En tout cas, l'art japonais de l'arc. Un premier kanji qui utilise ce composant. Il est facile. C'est juste l'arc et à droite, une canne, un trait vertical comme ça. Ça, c'est le verbe hiku, qui veut dire tirer. Tirer. Voilà. Et ben, visuellement, je trouve qu'il nous parle. Hein. Une fois qu'on sait que ça, c'est l'arc, on peut imaginer que ça, c'est peut-être le tireur qui se met à côté de son grand arc. Hein. Surtout si vous pensez au Kyudo. Hein. Le Kyudo, c'est des arcs gigantesques. Hein, vous voyez, beaucoup qui sont plus grands qu'une personne. Hein. C'est pas des petits arcs avec lesquels on peut se balader facilement dans le métro. Donc on tire sur l'arc. Hein, on tire et après on met sa flèche. Peut-être que ça peut représenter un peu la flèche qu'on va poser sur l'arc. Donc c'est le verbe hiku. Cette prononciation in, on la trouve aussi. Par exemple, ouais, intai, qui est le fait de prendre sa retraite, avec le kanji de reculer, shirizokeru, tai. Hein, tai shoku aussi, prendre sa retraite. Donc je me recule. Voilà. Donc on peut le retenir assez visuellement, celui-là. Ah, le suivant, il utilise les mêmes éléments, mais pas de la même façon. On a toujours notre arc. Et cette fois-ci, le bâton, on va l'avoir au milieu. Ok? Ou d'ailleurs, je suis pas parti bien, puisque on va pas dépasser vers le haut. Hein, on va partir du milieu de ce trait-là. Ok? Ce kanji-là, il est lié au deuil. C'est le fait d'exprimer le deuil, de faire part de ses condoléances, par exemple. Et donc c'est le verbe tomurae, hein, faire le deuil, pleurer les morts. Hein, on n'a pas de mot français pour to grieve, c'est faux quand même. Hein. On dit faire le deuil, mais on n'a pas un verbe. C'est assez embêtant. Cho, on le trouve par exemple dans Chomon. Hein, Chomon, une visite pour faire part de ses condoléances. Visiter la famille de quelqu'un qui est mort. Tomurau. Voilà. Donc moi j'avais retenu, j'avais pensé au fait, ça m'avait fait un peu penser au bâton d'encens qu'on met lors des... les cérémonies funéraires sont généralement des cérémonies bouddhiques au Japon, ou bouddhistes. Et j'ai pensé qu'on mettait le bâton d'encens au milieu d'un petit bol. Et donc ça m'a fait penser à cette cérémonie funéraire. Alors le lien avec l'arc, vous pouvez peut-être imaginer la mort d'un grand guerrier, peut-être, hein, d'un grand archer,
Voilà, et on met le bâton d'encens au milieu, de la pièce avec son arc, et tout le monde se recueille, tout le monde fait le deuil de ce grand guerrier euh, pour, euh, pour se recueillir. C'est vrai que c'est embêtant qu'en français on n'ait pas un vrai verbe pour dire faire le deuil. Ça m'embête un peu. Ensuite, le suivant, on a encore notre arc, là sur la gauche, et à droite on a le coude. Le coude. Ce kanji-là, son sens, c'est quelque chose de vaste, qui couvre une grande distance. Vous voyez qu'il peut se lire hiroi. Bon, c'est pas le kanji qu'on utilise principalement pour dire hiroi, spacieux, on en a un autre. Mais vous pouvez tomber sur cette lecture. On va surtout avoir la lecture ko, comme dans par exemple kodai, quelque chose de vaste, ou encore koho, qui est donc avec le ho de hojiru, l'information, informée, qui est lié à tout ce qui est faire la publicité de quelque chose, faire les relations publiques, c'est-à-dire étendre l'information de façon vaste, la plus vaste possible. Et kodai, quelque chose de vaste. Que vous dire d'autre à part kodai? Ouais, c'est un adjectif en A, voilà. Moi j'ai pensé que si, toujours avec notre arc, si on tirait notre arc, si on tirait fort sur notre coude, si on baissait bien le coude, si on baissait bien le coude, sans doute pas vrai, mais ou en tout cas qu'on tirait loin le coude avant de relâcher la flèche, voilà, hop, ça permettait ensuite à la flèche de couvrir une vaste distance. J'ai pensé, voilà, le fait que ce soit vaste comme ça, j'ai pensé que voilà, on tirait et ça permettait à la flèche de courir une distance très très vaste. Kodai na kyori. Ensuite, notre arc toujours. Cette fois-ci, on a une personne allongée et quelque chose de petit. Le sens de ce kanji, il n'est pas super facile à retenir, je trouve. Pourquoi? Parce que c'est un... j'en ai zappé un, moi. Ah oui, là j'ai fait le 1322. On viendra au 1321 juste après. Je trouve pas facile, parce que ça veut dire de plus en plus, d'autant plus. Il y a l'idée que, voilà, c'est le sens du mot io. Est-ce qu'avec... Ouais, j'ai pas beaucoup de mots de vocabulaire qui me viennent spontanément avec ce kanji. Non, wataru, on s'en fiche. Même pour io, il y en a d'autres. Vous voyez, ouais, il y en a pas beaucoup, ils l'utilisent. Oh là là. Yodatsu, ouais. Amida, le Bouddha Amitabha, ouais, bon. C'est pas super... Il est pas super courant, celui-là. Mais au niveau du sens, moi j'avais pensé quand on avait un arc qui était petit, il fallait s'allonger, il fallait bien allonger le bras pour avoir de plus en plus de force, pour essayer de plus en plus, plus qu'avec un grand arc, pour essayer que la flèche, elle tire relativement loin. Donc c'était le sens que je m'étais mis avec celui-là, mais je vous avoue, c'est un kanji, franchement. Quand on l'oublie, il nous manque pas tant que ça. Donc c'est pas trop grave. Le suivant, en revanche, ça c'est un kanji très important. Donc, toujours avec l'arc, là, oups. L'arc sur la gauche.
Et sur la droite, je vais avoir le coude d'abord, et en dessous, j'ai le... Je vais y arriver. En dessous, j'ai le... un insecte. Voilà, désolé, petit coup de fatigue. Un insecte. Ce kanji-là, il est super courant. C'est l'adjectif fort, tsuyoi. Et sa lecture on, c'est kyo, comme dans benkyo, les études. Étudier. Hein? Ah, j'aime bien ton truc. Ah ben, l'arc est d'autant plus grand qu'on est soi-même petit. C'est pas mal. Ça tourne bien en bouche, je trouve. Donc tsuyoi, hein, ou tsuyomaru, se renforcer, tsuyomeru, renforcer quelque chose, insister sur. Shi-iru, qui veut dire forcer, hein, shi-ite, quelque chose de forcé, de façon forcée. Bon, kawaii, c'est plutôt... ouais, c'est assez rare, hein, avec des mots très spécifiques. Surtout tsuyoi, hein, le mot, l'adjectif pour être fort. Ou kyo, comme dans kyo, cho, suru, insister, par exemple. Donc, on a le coude et on a un insecte et on a un arc. À quoi on peut penser pour faire tsuyoi? Ça, je vous avoue, je me souviens plus trop. On peut penser à un petit insecte, vous voyez, qui fait du tir à l'arc, d'accord. Et comme il a une force au niveau du coude, au niveau du bras là, qui est monumentale, et ben il arrive quand même à tirer sa flèche super loin, super vite et tout. Hein. Faut pas se fier aux apparences. Mon petit insecte là, il est super fort au tir à l'arc parce que il a une puissance dans son petit coude d'insecte qui est absolument énorme. Donc vous pourrez penser à la force physique de ce petit insecte comme ça. Voilà, voilà. Et ça sera tout pour cette séance d'aujourd'hui.